tous, bienvenue sur le plateau de TV5 Monde. C'est Face au territoire ce matin avec mon invité, il est député des Alpes-Maritimes, président de l'UDR. C'est Éric Ciotti. Bonjour Éric Ciotti, merci d'être avec nous. Nous allons évidemment parler d'actualité tout au long de cette émission. Avant qu'on en vienne à l'actualité, notamment ce qui se passe à Nice. Vous êtes député des Alpes-Maritimes, l'UNOC, la convention de l'ONU sur les océans. Je voudrais vous parler de votre stratégie politique. Si vous étiez resté, faisons un peu de politique fiction, président de LR, je rappelle que vous aviez largement battu Bruno Retailleau lorsque vous étiez concurrent pour cette présidence, et que, au fond, au moment de la constitution du gouvernement Bayrou, vous seriez devenu ministre régalien, peut-être ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Est-ce que vous ne seriez pas dans la position de Bruno Retailleau aujourd'hui? Est-ce que vous n'auriez pas cette popularité? Est-ce que vous ne pourriez pas être d'évidence candidat à la présidence de la République? Est-ce que vous n'avez pas fait une erreur de stratégie au fond, en n'alliant pas toutes les personnalités de LR, en ne tentant pas de faire une synthèse? Vous me voyez soutenu par les insoumis aux élections législatives. C'est le fruit, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui. Bruno Retailleau est au gouvernement, comme certains de mes anciens amis LR, dans une coalition qui est arrivée au pouvoir avec l'alliance, avec les macronistes au premier tour, et avec le nouveau Front populaire au second. Est-ce que ce qui m'intéresse et ce que je regarde, c'est est-ce que la France va mieux aujourd'hui, depuis un an? Il y avait deux options au mois de juin dernier, soit faire une alliance de tous les patriotes à droite, pour que la droite gouverne, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai choisi. Et plus que jamais, je ne le regrette pas, je ne regrette rien. C'est le titre de mon livre qui est sorti il y a quelques jours. Chez Fayard. Et il y avait une autre option. On le voit derrière vous. C'était d'être la roue de secours du macronisme en fin de vie. Mais vous n'êtes pas la roue de secours au fond du Rassemblement national. Moi, je suis fidèle à mes convictions. Vous me voyez servir la politique aujourd'hui qui conduit à plus de violence dans la rue, plus d'immigration, plus de dépenses publiques, plus d'impôts, des services publics qui continuent à se dégrader, un pays qui est en déliquescence totale, qui est au bord de la sanction du FMI, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'économie, qui chaque jour subit dans la rue une violence de plus en plus forte. Non, moi je suis un homme de conviction, j'ai fait un choix. Vous ne regrettez pas. J'ai fait un choix parce que quand j'ai été élu face à Bruno Retailleau d'ailleurs à la présidence de LR, j'ai récupéré un parti qui venait de subir l'humiliation de la défaite de Mme Pécresse. On a essayé de le redresser, mais le constat est là. LR, et ça n'a pas changé aujourd'hui, malgré les illusions. Donc ce qui se passe aujourd'hui, on est dans une période, je dirais, quelque part d'intérim. On va revenir sur ces sujets-là. Ma question, c'était vraiment, tout va se jouer, est-ce que vous ne regrettez pas cette stratégie? C'est le titre de mon livre. Et plus que jamais, je suis à l'aise avec mes convictions. Je peux me regarder dans la glace. Je ne vois pas aller aux élections législatives soutenu par M. Mélenchon. C'est Éric Ciotti. Ce qu'a été le cas de tous mes anciens collègues LR. C'est le président de l'UDR, Éric Ciotti, mon invité aujourd'hui. On va partir à Lille, c'est le principe de cette émission. Guillaume Desplanques, qui est rédacteur en chef info de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, a une question à vous poser, Éric Ciotti, on l'écoute. Éric Ciotti, bonjour. Le 4 juin, votre livre est sorti en même temps que celui d'Édouard Philippe et celui de Michel Barnier. Vous avez été tous les trois républicains. Êtes-vous le symbole de l'éclatement de cette famille politique ? Il y a eu naturellement une forme d'éclatement. Je dirais que ceux qui l'ont fait éclater d'abord sont ceux qui ont rejoint, comme Édouard Philippe, ne l'oublions pas, même si lui tente de le faire oublier, qui ont rejoint Emmanuel Macron en trahissant François Fillon. S'ils étaient restés dans la famille, nous aurions gagné vraisemblablement l'élection de 2017 et le pays s'en porterait mieux. On n'aurait pas eu ces 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires générées par Emmanuel Macron, on n'aurait pas eu ces 500 000 migrants rentrés chaque année depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ce qui fait presque 4 millions d'étrangers supplémentaires en 8 ans. Nous n'aurions pas eu ce déchaînement de violence. Donc, bien sûr que la famille, quelque part, elle a éclaté. Elle a éclaté sous les trahisons de 2017, de ceux qui ont quitté notre camp. Et j'ai fait ce choix l'année dernière,
Bien sûr, parce que je considérais que LR aurait été plus fort en étant fidèle à des convictions de droite, plutôt qu'en allant se rallier au macronisme, ce que d'autres ont fait. Beaucoup m'ont suivi. Les militants m'ont suivi dans leur majorité, bien sûr. Et quand je regardais une récente enquête d'opinion qui demandait aux militants actuels de LR s'ils préféraient une alliance à droite ou une alliance avec le macronisme, ils sont majoritaires à souhaiter cette alliance à droite. Éric Ciotti, Je ne regrette rien, aux éditions Fayard, c'est votre livre qui vient de sortir. La une rapide de La Voix du Nord et du Courrier Picard, les partenaires de Face au Territoire, deux journaux qui appartiennent au groupe Rossel. Dans un instant, Stéphane Vernet, rédacteur en chef politique de Ouest France, est sur ce plateau avec moi. Et pour interviewer Éric Ciotti avec évidemment ce drame en Haute-Marne. Oui, c'est l'actualité du moment, le drame terrible de nos gens en Haute-Marne. Que peut faire et que doivent faire les pouvoirs publics face à la montée des violences juvéniles ? Je crois qu'il y a des réponses multiples. D'abord, il faut évacuer les solutions gadgets. Ah, c'est quoi les solutions gadgets les portiques, c'est une solution gadget. C'est un placebo. Ça a été testé par Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes dans les lycées. Ça marche pas ? Le mot est peut-être un peu excessif. C'est naturellement pas inutile qu'il y ait des protections matérielles à l'entrée des établissements, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Interdire les couteaux, là on était face à un couteau de cuisine, donc ces réponses, c'est des réponses de communication de personnes qui n'ont pas la volonté de vraiment changer les choses. Les couteaux en porcelaine par exemple passent dans les portiques, en céramique, pardon. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que j'avais tenté de faire à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2011, on s'était attaqué à des vrais problèmes. C'était la question de l'autorité parentale, de la responsabilité parentale. On voit bien qu'elle est de plus en plus défaillante. C'est un des éléments de la dérive de cette jeunesse qui, malheureusement, connaît une évolution extrêmement préoccupante, avec une délinquance des mineurs qui augmente, qui est plus précoce, qui est plus violente. Donc il y a la responsabilité parentale. J'avais fait voter une loi qui permettait de lutter contre l'absentéisme scolaire en allant jusqu'à supprimer les allocations familiales aux parents défaillants. On s'était attaqué aux structures de placement des mineurs délinquants. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure de placement pour les mineurs délinquants. Il n'y a qu'une réponse pseudo-éducative qui ne sert à rien, qui est inefficace, là aussi, qui est impuissante. Moyens, de personnel. Il manque des moyens, mais on n'a pas de centre éducatif fermé. Rappelez-vous, François Hollande avait promis de les doubler. Bon, ils sont toujours au même niveau. J'avais fait voter aussi une seconde loi à l'époque qui permettait de placer les mineurs délinquants dans des centres avec un encadrement de type militaire, les EPID, les établissements d'insertion de la défense nationale. On avait commencé, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, à placer quelques dizaines, c'était au début de l'année 2012, après François Hollande a gagné, et il a arrêté ces deux dispositifs. Il a abrogé la loi sur la responsabilité parentale, mais c'est du délire. Donc il n'y a plus de soutien parental, il n'y a plus de contrat de responsabilité parentale, et on a arrêté cette mesure qui, j'en suis sûr, était extrêmement pertinente parce qu'on mettait à ces gamins un cadre, on leur posait un cadre, levé des couleurs, uniforme, levé à 6 h du matin. Je voudrais juste que vous précisiez, par exemple, tout le débat ou l'idée qui consiste à dire qu'il faudrait interdire les réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans, ça pour vous, c'est une mesure gadget ou ça fait partie du problème ? Proposition du président de la République. Moi, j'y suis favorable, mais ça fait partie de petits éléments qu'il faut relier entre eux, naturellement. Mais la réponse, je crois qu'elle est dans la réinstallation de l'autorité, plus de moyens de sécurité, de police, plus de sanctions pénales, plus de structures de placement. Les réseaux, voilà, je suis père de famille, j'ai une adolescente qui a 15 ans, on voit bien que tous les parents qui sont dans cette situation combattent avec difficulté cette place qui est dévorante des réseaux sociaux. Donc oui, tenter de les interdire, si tant est que matériellement ça soit possible, parce que là aussi, les adolescents sont malins, et je pense que l'interdiction sera assez facilement contournée. Vous n'avez pas évoqué le volet santé mentale. Ça en fait partie, vous avez raison de le souligner. C'est un point notamment de médecins. C'est un point important, la santé mentale, pour les mineurs, mais aussi pour les adultes. Je vais souvent visiter des
des établissements pénitentiaires, notamment la prison de Nice. Et j'étais parallèlement, il y a encore quelques semaines, au service de psychiatrie, aux urgences psychiatriques du CHU de Nice. Qu'est-ce qu'on voit ? Dans la prison, il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas y être parce qu'ils ont des pathologies psychiatriques. Et on ne sait plus quoi en faire. Et de l'autre côté, dans les services de psychiatrie, on les a déconstruits. On a fermé des lits à tour de bras, plusieurs centaines dans les Alpes-Maritimes, par exemple. Donc, on a ce problème de la santé mentale et du traitement des pathologies psychiatriques, psychologiques, qui, aujourd'hui, sont un point noir de notre système de santé. Donc, vous avez raison, il faut s'y attaquer aussi. Donc, il n'y a pas de réponse. S'il y avait une solution miracle, voilà. Donc, on a sorti l'autre soir les portiques, les couteaux. Ça, c'est un peu limité, un peu ridicule. Mais il faut en faire. Moi, je veux un plan Marshall sécuritaire pour les mineurs et pour les adultes. Parce que quand on commence un parcours de délinquance quand on est mineur, eh bien, on ne l'arrête pas quand on est adulte. Donc, c'est là qu'il faut combattre. Globalement, François Bayrou, dans la séquence, vous l'avez trouvé à la hauteur ? Il fait de la communication, mais son gouvernement est impuissant. Alors, il va durer son gouvernement ? Je ne sais pas. Il y a une censure pour vous à l'approche ? Vous avez une idée Ce gouvernement ne fait rien. Ce gouvernement est impuissant, il est prisonnier des contradictions d'une majorité totalement hétérogène. Je vois LR à l'Assemblée qui lui tape dessus en permanence, alors qu'ils sont dans la même majorité, dans la même coalition, qu'ils se sont fait élire ensemble, qu'ils se sont répartis les postes et les places à l'Assemblée, dans les ministères, et puis ils font semblant de se taper. Donc rien d'essentiel ne se produit. Mais il faut que les Français en aient conscience. On a perdu une année. Et on va en perdre encore vraisemblablement 2, ce qui est très grave compte tenu de la situation de déliquescence de notre pays. Au-delà du gouvernement, il y a la problématique de la partition de l'Assemblée. Il faut une nouvelle dissolution pour vous ? C'est la seule solution pour remettre les compteurs ? Je rappelle que le président de la République pourrait redissoudre. À partir du 9 juillet. Quand il y a crise, la réponse, elle peut toujours être, et elle doit toujours être dans les urnes. Voilà, donc c'est pas à moi. Vous y seriez favorable ? Ce n'est pas à moi de décider, mais nous avançons de plus en plus vers une situation de blocage. Moi, j'ai tendance à dire que l'heure de vérité, elle doit être dans l'élection présidentielle et que s'il y a blocage, le président de la République doit en tirer les conséquences. On peut attendre jusqu'on 2027 avant de dissoudre l'Assemblée nationale ? Ça fait long, très long. Mais la dissolution, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, elle n'amène pas quelque part un résultat sans doute amplifié, mais où l'absence de majorité resterait... si on a les mêmes coalitions... On va se parler. On a les mêmes coalitions, pourquoi on est dans cette situation ? Je le redis, mais c'est important, les Français ne le mesurent pas. C'est parce qu'au deuxième tour des élections législatives, il y a eu une coalition électorale qui s'est constituée, sans le dire, entre LFI jusqu'à LR. Elle aurait à nouveau lieu, cette coalition électorale, si on devait retourner aux urnes aujourd'hui ? Elle est tellement scandaleuse. C'est une alliance honteuse. Alors, on va se dire les choses sérieusement ? J'espère pas. Mais vous savez, l'appétence des postes et des places, c'est pas impossible qu'elle Dernière question, soit. Stéphane Vernet. On va se dire les choses simplement. Est-ce que ce serait dans l'intérêt du Rassemblement national et de Marine Le Pen en particulier, qui est une dissolution aujourd'hui ? Quel intérêt si, en cas de victoire, donc elle perdrait son poste de députée à l'Assemblée ? C'est pas un sujet. Elle ne pourrait pas être réélue puisqu'elle est inéligible. Et Jordan Bardella, par exemple, en cas de victoire à Matignon, 1 an avant la présidentielle, ça sert à quelque chose ? Notre coalition n'a pas peur de l'élection. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les enquêtes d'opinion le montrent. Le soutien n'a jamais été aussi fort, aussi élevé. On peut se heurter à nouveau à cette coalition des contraires. On y fera face, nous y sommes prêts et l'élection ne nous fait pas peur. C'est Éric Ciotti, notre invité aujourd'hui, président de l'UDR, député des Alpes-Maritimes. Merci Stéphane Vernet. La une de Ouest France, évidemment, notre partenaire dans cette émission, c'est les États-Unis où les manifestations aux États-Unis. Dans plusieurs villes américaines, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Merci. Dans un instant, Jefferson Desports du groupe Sud-Ouest est sur ce plateau. Bonjour Jefferson Desports, vous êtes éditorialiste à Sud-Ouest, chargé de la politique et de la défense. Dans un instant, on en vient à vous et aux questions que vous poserez à Éric Ciotti, notre invité ce matin. Mais on part tout de suite pour Aix-en-Provence, où le directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, Tom Benoît, a une question à poser à Éric Ciotti, question économique et financière.
Éric Ciotti, bonjour. Le système de retraite en France est en difficulté avec de plus en plus de Français à la retraite par rapport aux Français qui travaillent. Vous prenez un régime de retraite par capitalisation, du moins partiellement. Alors il y a une autre tendance qui s'accroît malheureusement aujourd'hui, c'est la volatilité sur les marchés. Alors ma question est toute simple. Vers quelle catégorie d'actifs, vers quelle région du monde verriez-vous des investissements pour financer un système, en tout cas les revenus d'un système de retraite par capitalisation? Nous proposons un système simple. Aujourd'hui, il y a sur les cotisations retraite, elles représentent 28 points de cotisation sur les salaires, aussi bien sur le salaire brut, aussi bien de la part des patrons que des salariés. Nous proposons de flécher 3 points, de façon obligatoire, 3 points de ces cotisations, c'est-à-dire environ 10% du volume de cotisation actuel, pour ceux qui vont rentrer dans le système de retraite dans 20 ans. Donc on y va de façon progressive. On a un fonds de transition qui sera financé par des économies de dépenses publiques que nous avons documenté pour 200 milliards d'euros dans le projet de l'UDR. Donc nous financerons par ces 3 points de cotisation obligatoires et il y aura une liberté de gestion de ce fonds. Il y a un fonds national qui pourra être géré par l'État. Et il y aura la liberté aussi de choisir des fonds qui peuvent être des fonds privés. On aura 3 vertus. D'abord, un système qui enrichira les retraités. On l'a vu partout dans le monde où ça se passe. Un système de financement de notre économie qui sera utile. Et le moyen d'équilibrer notre système de retraite. Le système uniquement par répartition, aujourd'hui, vous l'avez souligné, vous avez raison, n'est plus tenable. Jefferson des Sports. Bonjour Cyril, bonjour Éric Ciotti. Je vais rester sur la question des retraites et sur cette proposition que vous faites, à savoir un système hybride, mêlant à la fois de la répartition, mais aussi de la capitalisation obligatoire. C'est très clair. Simplement, est-ce que ce dispositif-là préserve les 64 ans ou est-ce qu'avec ce dispositif-là, qui est un nouveau mode de financement, il faudra travailler plus, comme le préconisent d'autres qui sont déjà sur la ligne de départ de 2027, je pense à Édouard Philippe notamment? Il préserve les 64 ans. Pour vous, Éric Ciotti, il ne faut pas aller au-delà des 64 ans. La question peut se poser. Moi, et j'ai une cohérence là-dessus. Je n'ai pas suivi le RN d'ailleurs dans leur proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. J'ai voté contre cette proposition de loi. Bien sûr que le curseur de l'âge est un curseur important, mais on ne pourra pas le relever indéfiniment. En tout état de cause, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 2 ans, donc je souhaite que pour l'instant, on reste sur ce niveau. Donc comment vous lisez les propositions du corps d'aller un peu plus loin dans le temps et d'aller à 65, voire 66 ans Il n'évoque pas la solution de la capitalisation. Bien sûr. Justement, je crois que maintenant, il faut installer ce débat. Beaucoup de voix commencent à en parler. Nous avons été parmi les premiers à l'UDR à ouvrir ce débat. Regardons ce qui marche, notamment dans les pays de l'Europe du Nord, Suède, Danemark, tous les pays qui ont installé un double système avec de la capitalisation, aujourd'hui, ont réglé leur problème d'équilibre des retraites, d'autant que la situation, elle est beaucoup plus grave que celle que décrit le corps. Nous l'avons démontré lors du dernier forum des libertés de l'UDR. En fait, les déséquilibres, ils sont beaucoup plus élevés parce qu'on ne prend pas en compte, comme le dit Jean-Pascal Beaufret, qui a été le premier à alerter là-dessus, on ne prend pas en compte les subventions des régimes publics pour les retraites. Et donc, si on prend en compte ces subventions, les déséquilibres sont beaucoup, beaucoup plus lourds. Ils sont de plus de 50 milliards d'euros. Alors, je reste sur cette question économique et en tout cas sur ces sommes-là parce que vous avez aussi pris le symbole de Javier Milei, le président argentin, de la tronçonneuse. Ça vous plaît beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure 200 milliards d'euros de coupe dans les dépenses. Vous êtes prêt à aller jusqu'où et dans quoi? Je pense notamment sur les postes de fonctionnaires parce que François Fillon, en 2017, lui avait annoncé la couleur. Il avait dit moins 500 000 postes de fonctionnaires. Éric Ciotti, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Vous taillez dans quoi et vous taillez jusqu'à quelle hauteur? On a parfaitement documenté. Parce que 200 milliards, c'est vertigineux. 200 milliards, c'est extrêmement important. Nous taillons sur les agences de l'État. Ça, tout le monde est assez d'accord. Mais ce serait lesquelles? Parce que tout le monde le dit, Éric Ciotti. Les agences, c'est presque un serpent de mer. L'ARCOM, les ARS, les rectorats. Ça vous supprimez? Les rectorats, les directions déconcentrées de l'État au niveau régional. Nous voulons
reconstruire l'État et l'organisation territoriale. On part de l'organisation territoriale. Plus que 2 structures. La commune, cellule de base de la démocratie, et ce que nous appelons la province, qui serait le fruit de la fusion des départements, des régions, des métropoles et des grandes intercommunalités. Vous ne sacrifiez pas les corps intermédiaires, comme on dit. Non, au contraire, on aurait de la lisibilité. Ce n'est pas des corps intermédiaires, c'est des corps qui n'ont aucune légitimité démocratique. Ce sont des instances, souvent, qui produisent des normes et qui génèrent des dépenses. Donc, à partir de ces 2 structures, la province, ce serait en gros une 50aine de provinces en France. C'était le projet de Michel Debré en 1947. Une 50aine de provinces autour... Donc vous redécoupez le système actuel des 13 régions. Absolument. Ça plus de 13 régions. Ça a coûté. Plus de 13 régions. On nous avait dit que ça ferait des économies. Ça a au contraire généré des dépenses. Comme les intercommunalités, aujourd'hui, Donc ça, c'est le millefeuille territorial. Vous parlez des fonctionnaires. Les intercommunalités, elles étaient censées faire des économies d'échelle. Elles ont généré 400 000 fonctionnaires. Je vois à Nice ce que coûte la métropole. C'est une gabegie totale. Ouais. Donc il faut... Et à partir de là où on a cette structure territoriale, on n'a plus qu'un préfet de province, on n'a plus de recteur, on n'a plus les DREAL, on n'a plus les agences régionales. Qu'est-ce qu'on fait les fonctionnaires que deviennent ces agents? Les fonctionnaires, ils sont mis... corps. Quand on est fonctionnaire, on reste fonctionnaire. Ils sont mis sous l'autorité des préfets, mais on va faire des économies sur les recrutements futurs. Bien entendu, on va pas... On écluse les fonctionnaires qui sont là quand même. C'est un mauvais débat. On ne va pas supprimer des fonctionnaires qui ont le statut de la fonction publique. Mais ceux qui rentrent aujourd'hui dans la fonction publique doivent rentrer de façon moins nombreuse. Il doit y avoir aussi une nouvelle gestion qui peut recourir à des contrats. Est-ce que sur ce sujet-là, Éric Ciotti, plus souple. On entend quand même beaucoup dans la classe politique dire il nous faut plus d'enseignants, il nous faut plus de policiers, il nous faut plus de soignants. Comment on fait des coupes restreintes et comment vous mariez les deux choses? Comment vous pouvez rendre ça crédible? Dans notre projet, il n'y a pas d'objectif quantitatif sur les fonctionnaires. Donc, je vous ai dit, cette réforme territoriale que nous prenons, c'est 30 milliards d'économies. Nous nous attaquons, donc c'est pas vraiment le sujet. En plus, on peut répartir différemment les fonctionnaires. Je vous dis, 400 000 fonctionnaires dans les intercommunalités. Est-ce que c'est là utile? Il y a 200 000 policiers en France. Voilà. Moi, je préférerais qu'il y ait 400 000 fonctionnaires de police et qu'il y en ait 200 000 de moins dans les intercommunalités. On a créé cette structure qui n'a fait que mettre des normes, des contraintes. Pareil pour les grandes régions. Tout ça, c'est de la gabegie. Les grandes agences de l'État aussi, l'ADEME, tous ces trucs qui produisent des normes qui ne servent à rien. Voilà, donc ça, à un moment, l'État, les ministères, on ne veut plus que 10 ministères, il faut simplifier l'organisation. Et puis après, il y a des coûts considérables. C'est la structure qu'en fait vous attaquez. Il y a des coûts considérables que nous avons documentés, c'est l'immigration. C'est l'immigration, mais là aussi, mais ce gouvernement n'ose pas s'y attaquer. Mais si on enlevait les allocations familiales et les APL aux étrangers qui arrivent en France, et on leur verse dès le premier jour, eh bien, on ferait une économie, si on leur versait au bout de 5 ans, de 7 milliards d'euros par an. Si on leur versait au bout de 10 ans, ça serait le double. Donc, vous voyez qu'il y a des gains considérables sur le coût de l'immigration, sur l'hébergement d'urgence, sur les niches fiscales aussi. Parce que il y a des dépenses, on fait des cadeaux à certains qui coûtent des milliards d'euros. Donc ça, c'était sur le volet économique. Juste une question politique. Très vite, il reste une minute. Très très vite. C'est les 1 an de la dissolution. Quel bilan faites-vous de cette décision d'Emmanuel Macron? Le pays, je l'ai dit tout à l'heure, va beaucoup plus mal 1 an plus tard. Il n'allait pas bien, aujourd'hui il va mal et il est en train d'aller très mal. On est au bord de la mise sous tutelle du FMI, la dette continue à augmenter, il va falloir lever 300 milliards d'euros sur les marchés cette année pour financer nos déficits, on dépense 50% de plus que ce qu'on gagne, il y a plus de violence, 1000 actes de violence par jour, 5000 homicides et tentatives d'homicide, ça a quasiment doublé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, nos services publics ne marchent pas, donc la dissolution, et surtout,
ce qui a été fait après, c'est-à-dire cette alliance des contraires. On est obligé d'avancer parce que le Dupex à Nice nous attend, bien sûr. La une de Sud-Ouest rapidement et de Cahiers Éco de Sud-Ouest également, qui sort tous les jeudis, encarté dans Sud-Ouest, et qui a été lancé par Michael Bourguignon et Jean-Pierre Dorion, on le voit. Voilà, merci. Jefferson Desport, vous restez avec nous. On part tout de suite pour les Antilles. On part rejoindre Cyril Boutier, qui est à Fort-de-France, en duplex, et qui a une question à vous poser. Il est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire. Bonjour Éric Ciotti. Les Antilles font face à une vague de violence sans précédent. On dénombre 16 meurtres depuis le début de l'année en Martinique, 27 en Guadeloupe. Beaucoup de ces affaires sont liées au narcotrafic et à des règlements de compte. Évidemment, des mesures ont été prises, notamment un renforcement des contrôles, la lutte contre une circulation massive des armes. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant? Et que préconiseriez-vous? C'est naturellement insuffisant. Ce qui se passe aux Antilles est extrêmement préoccupant. Vous avez cité les chiffres. J'évoquais au plan national... 16 meurtres en Martinique, 27 en Guadeloupe. C'est sans précédent. On a des taux d'homicide par rapport à la population qui sont extrêmement élevés, beaucoup plus élevés qu'en métropole, même si je le souligne, en métropole, le taux d'homicide et de tentatives d'homicide fait de la France le pays le plus violent d'Europe. Le plus violent d'Europe. On a des taux d'homicide plus élevés que tous les... Qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Plus de moyens. J'appelais à ce choc d'autorité. Il faut un plan Marshall sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut doubler le nombre de magistrats, le nombre de policiers, en tout cas aux Antilles, qui doivent être mobilisés. On ne peut pas abandonner nos outre-mer. Vous évoquez cette situation dramatique. On pourrait convoquer la situation à Mayotte avec l'immigration illégale, les émeutes en Nouvelle-Calédonie. On est en train de perdre pied dans nos territoires d'outre-mer. C'est insupportable pour moi. C'est une tâche sur la République. Il faut rétablir l'ordre. Et pour rétablir l'ordre, il faut que la chaîne pénale fonctionne. Il faut des structures de placement, notamment carcérales. Et je sais qu'elles font défaut en Martinique. Il faut qu'il y ait plus de policiers. Il faut qu'il y ait des filières d'investigation, plus de policiers, membres de la police judiciaire qui travaillent sur l'investigation. C'est comme cela qu'on s'attaquera aux réseaux de criminalité qui sévissent aujourd'hui dans nos outre-mer et particulièrement aux Antilles. C'est Éric Ciotti, le président de l'UDR, député des Alpes-Maritimes, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire sur TV5 Monde. La une de France Antilles et la une de France Guyane. On ne les oublie pas, qui sont nos partenaires dans cette émission. Voilà, dans un instant, nous partons pour Nice, en duplex et en direct. Et c'est Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, qui va co-interviewer Éric Ciotti avec moi. Merci Jefferson Desport. Merci Éric Ciotti, merci Cyril. Bonjour Denis Caro, vous êtes en duplex en direct de la rédaction de Nice Matin, donc à Nice. Vous dirigez la rédaction de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. Et Éric Ciotti est en face de vous. Bonjour Éric Ciotti, Bonjour. Votre parti l'UDR compte 16 députés, mais ne dispose pas pour le moment d'un maillage national important. Les municipales pourraient être l'occasion de le constituer. Quelles sont vos ambitions pour les municipales? Alors, on pense évidemment à Nice, on en reparlera, mais est-ce que vous avez identifié d'autres villes qui pourraient tomber dans l'escarcelle de l'UDR? Alors nous aurons, dans le cadre de l'Alliance qui est en train de se consolider avec nos partenaires du Rassemblement national, nous aurons des têtes de liste dans des villes importantes. Je pense en particulier à Lyon. Nous aurons à Dijon, où nous avons désigné le préfet Thierry Coudert qui conduira la liste pour conquérir Dijon, qui est une ville aujourd'hui aux mains des socialistes et aux prises à la violence. Il y aura sans doute un candidat UDR à Nice, bien entendu. On se demande qui ça va être. Je vous laisse le deviner. Et nous conduirons, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer en effet ce maillage territorial. Il y aura peut-être une candidature aussi de l'UDR pour conduire la campagne à Toulouse. Donc vous le voyez, il y aura des villes importantes qui seront, dont on tentera de conquérir
conquérir, de les enlever à la gauche ou aux macronistes, avec une campagne dirigée par l'UDR, dans le cadre d'une alliance avec nos amis et partenaires du Rassemblement national. Denis Caro. Alors à Nice, vous ne vous êtes pas déclaré, mais il y a beaucoup d'éléments qui semblent indiquer que vous serez candidat. Éric Ciotti, qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux que Christian Estrosi et de différent si vous étiez maire de Nice demain? Nice est un peu à l'image de la France. C'est naturel, elle est dirigée comme la France par un macroniste. Christian Estrosi a été un des premiers à trahir notre famille politique, à rejoindre Emmanuel Macron en 2017, au cœur de la campagne difficile de François Fillon, et il a géré la ville comme un macroniste. Donc à Nice, aujourd'hui, il y a plus d'insécurité, plus de violence. Je regardais encore ce matin l'actualité de la nuit, des coups de couteau, des rixes. C'est le lot quotidien, vous en êtes témoin à Nice matin. Et puis Nice, c'est la ville aussi de la mauvaise gestion. Voilà. Donc je dirais que sur deux sujets qui touchent à la vie de chacun, la sécurité, la gestion, Nice a vu ses impôts quasiment doubler depuis le mandat de Christian Estrosi. Il y a une augmentation encore de 25%, 23% très exactement, de la taxe foncière en octobre dernier. Les Niçois voient leur pouvoir d'achat érodé. Toutes ces augmentations, c'est en moyenne 500 € par an pour une famille niçoise. La taxe foncière, les transports urbains, l'eau, pour les restaurateurs, la redevance sur les ordures ménagères. Il faut boucher les trous qui ont été créés, puisque Nice et la métropole subissent une dette consolidée de plus de 3 milliards d'euros. Si on rajoute à la dette de la métropole, qui est d'à peu près 2 milliards, celle de la ville, 500 millions d'euros, plus 1 milliard sur la régie des eaux. Voilà, donc ce qui fait entre 3 et 3,5 milliards d'euros. Il y a une dissimulation assez claire des chiffres. Et donc, comme on ne peut plus emprunter aujourd'hui, eh bien, on augmente les impôts. Donc, ce que je ferai si demain les Niçois étaient amenés à me faire confiance, ce serait... Ça veut dire que vous allez être candidat. Si je suis candidat, c'était la phrase, voilà. Ce serait... la bonne gestion, comme je l'ai fait au département. Au département, on a baissé les dépenses publiques, on a baissé la dette et on a baissé les impôts. Il faut comparer, c'est un peu comme dans les supermarchés. Quand l'électeur ira mettre son bulletin dans l'urne, il aura deux modes de gestion. Celui que j'ai conduit au département avec une baisse de la taxe foncière de 15% et celui qu'a conduit le maire actuel avec un doublement des impôts locaux. Donc c'est un signe, il n'y a pas que celui-là. Et puis il y a un déficit, Denis Caro, de proximité. On a des équipements sportifs, des écoles qui sont en situation de vétusté, manque de places de crèche pour les familles. Voilà, c'est tout cela. C'est l'anti-politique bling-bling. Moi, je veux une politique pour les Niçois, pas une politique pour l'extérieur. On a compris, pas Denis une politique Caro, de communication qu'Éric Ciotti pour le monarque. était candidat aux élections municipales à Nice, vous l'avez compris. Éric Ciotti, Nice vit jusqu'à demain au rythme du sommet des Nations Unies pour l'océan. Il y a des annonces concrètes, il y a des avancées, il y a des images de Nice dans le monde entier. Est-ce que ce sommet, c'est une réussite? Est-ce que c'est une réussite en termes d'image pour Nice? On voit aussi les retombées économiques, les hôtels, les restaurants sont pleins. Nous aurons l'occasion... Les retombées économiques, juste alors, puisque vous êtes député des Alpes-Maritimes. Nous aurons l'occasion de dresser le bilan de ce sommet. Moi, je me réjouis qu'il ait lieu à Nice. C'est toujours bien d'avoir un coup de projecteur international sur notre ville. Après... nous débattrons quand le sommet sera terminé de ses retombées. Est-ce qu'il y a des avancées internationales? Mais ça, c'est pas le problème de Nice. Ce que nous verrons, c'est ce que ça a coûté aux Niçois et au budget niçois. Voilà, ce que j'ai déploré, c'est ce que dans vos colonnes des lecteurs ont appelé l'hangar Amazon ou l'hangar Lidl, qui est aujourd'hui en illégalité, puisqu'il a été construit de façon supérieure au permis de construire.
c'est cet hangar qui gâche aujourd'hui ce lieu historique qu'est le port de Nice. La une de Nice Matin, Denis Caro, et vous êtes donc depuis Nice en duplex et en direct. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans un instant, merci Denis Caro. Dans un instant, nous partons pour 20 minutes, qui est partenaire de cette émission, et Floréal Hernandez, qui est rédacteur en chef de 20 minutes, a une question à vous poser, Éric Ciotti, qui est mon invité ce matin. Éric Ciotti, bonjour. Louis Sarkozy réfléchit à une candidature aux élections municipales 2026 à Menton. Comment voyez-vous cette ambition dans une ville de votre département et ville pour laquelle Alexandra Masson, députée RN de la circonscription, porte un fort intérêt? Je ne connaissais pas ce lien avec Menton de la part de Louis Sarkozy, que je ne connais pas de façon globale. Je l'ai croisé hier soir pour la première fois sur le plateau de LCI. Je suis étonné par cet intérêt soudain qui me surprend et qui, je crois, surprend beaucoup les Mentonnais. Vous savez, la politique, c'est Vous en a parlé hier soir? Non, la politique, pour moi, c'est de l'enracinement et des convictions. Voilà, bon, je ne suis pas sûr que les deux conditions soient réunies, mais nous verrons bien. Alors, si Nicolas Sarkozy vous appelle en disant j'ai Louis Sarkozy, mon fils, qui est candidat à Menton, cher Éric, on se connaît depuis longtemps, est-ce que vous pouvez aider un peu mon fils à s'implanter ou à réussir ce parcours électoral? Qu'est-ce que vous ferez? Vous serez bien embêté. Bon, ça fait longtemps que je ne prends pas mes ordres chez Nicolas Sarkozy. Oui, mais il va vous dire, cher Éric Ciotti, vous me devez quand même. Ni hier, ni aujourd'hui. Beaucoup de votre vie politique, il va vous prendre par les sentiments. Ni hier, ni aujourd'hui. Donc je ne répondrai pas. Je pense que cette demande serait incongrue et je pense qu'elle ne se fera pas. Et de toute façon, si elle se faisait, je n'y répondrai pas. On repart à Nice, à l'UNOC, où Demet Korkmaz, qui est journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, a une question un peu précise à vous poser. On l'écoute. Éric Ciotti, bonjour. Je suis très étonnée de n'avoir vu aucune déclaration de votre part concernant cette conférence des Nations Unies sur les océans. Vous avez tout juste mentionné les désagréments que pourrait provoquer cette organisation auprès des petits commerçants niçois sur votre compte Twitter. Est-ce que les enjeux que pose cette conférence ne sont pas dignes de votre intérêt ? Pas du tout. Ce sont des enjeux importants, mais je crois que c'est pas dans ce cadre que les choses avancent. Les grands leaders qui ont une des clés de cette évolution sont absents de ce sommet. Ce sont des questions importantes. Je n'ai pas personnellement y a apporté de réponse, vous savez, dans les compétences qui sont les miennes. Vous savez qu'en grande majorité, les jeunes adhèrent beaucoup à cette défense de la planète et des océans. Et ils ont raison, mais on les a souvent... Ils le voient comme une question clé dans toutes les études d'opinion. On les a souvent induits en erreur sur ces questions d'environnement et on s'en aperçoit de plus en plus. Je me rappelle le combat qu'ont mené les écologistes contre l'énergie nucléaire et on s'aperçoit aujourd'hui que grâce au général de Gaulle, c'est un atout considérable pour notre pays. François Hollande et Emmanuel Macron ont beaucoup déstabilisé cet atout nucléaire, notamment en nous faisant rentrer sur le marché européen de l'électricité qui a quasiment ruiné EDF et qui a enrichi des opérateurs, qui a affaibli nos industriels. Donc la sauvegarde de notre planète, c'est sérieux. Il faut pas... Il faut l'extraire des sujets de communication, il faut l'extraire des sujets idéologiques. On sent les hommes politiques un peu gênés dans cette affaire. Non, je ne suis absolument pas gêné. Notamment vous. Je crois qu'on a beaucoup... Sur les conclusions de ce sommet, on a beaucoup menti, mais définir. Il ne sortira pas grand-chose de ce sommet, tous les acteurs le disent, et les principaux acteurs ne sont pas là. Donc, pourquoi pas mais ce que je veux dire, c'est que l'environnement est un sujet trop sérieux pour le laisser aux apprentis sourciers écologistes et pour induire en erreur nos concitoyens. Voilà, on voit bien qu'on a pris le sujet du mauvais côté, que la France, notamment, est un pays vertueux. Alors, bien sûr qu'il faut aller derrière ce sommet, il y a des enjeux, ceux de l'assainissement de l'eau, des eaux usées, c'est important. On a une centrale d'épuration qui déverse des eaux usées dans la Méditerranée à Saint-Laurent-du-Var, qui est gérée par la métropole. Ça fait partie des sujets. Pour revenir au
lieu de ce sommet. Voilà, ça c'est du concret. Il y a les pollutions plastiques. Alors justement, on va partir à Marseille, qui n'est pas très éloigné, c'est partie de la région sud, dans le découpage actuel des régions. Et Olivier Biscay est en duplex de la Provence. Il est directeur de la rédaction de la Provence. Olivier Biscay à Marseille. Éric Ciotti, bonjour. Ces derniers jours, ces dernières semaines, des décisions ont été prises au sujet des ZFE, du dispositif MaPrimeRénov', des dispositifs autour de l'environnement, de l'écologie. Les politiques semblent complètement minorer les réalités de notre planète et de la préservation de l'environnement. Que font les parlementaires? Que faites-vous, Éric Ciotti? N'êtes-vous pas irresponsable? Je crois que c'est tout l'inverse. Je viens de le souligner. France, sur les sujets français, la France ZFE, la prime rénov', ça c'est très concret. Les députés ont affaire avec ces sujets. La France émet 0,9% de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est 33% pour la Chine, qui ouvre 2 centrales à charbon par semaine. L'Allemagne émet beaucoup plus que la France parce qu'elle a arrêté le nucléaire et elle a réouvert des centrales à charbon. Donc l'urgence, c'est de faire changer ces comportements si on veut sauver la planète. L'urgence, ce n'est pas d'entraîner des dépenses grotesques comme celles qui sont prévues pour 300 milliards d'euros dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Grâce au général de Gaulle, je le redis parce que ça n'intéresse pas les commentateurs ou les idéologues écologistes, mais grâce au général de Gaulle, on est quasiment le seul pays au monde à produire une électricité quasiment totalement décarbonée. Et là, on nous invite à produire de l'électricité avec des énergies dont l'installation est un traumatisme pour l'environnement, que ce soit les éoliennes ou quelquefois les panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués en Chine. Donc, quel est le coût de ces substances-là, les composants des éoliennes, les composants des panneaux photovoltaïques? Donc, soyons sérieux, n'abusons pas nos concitoyens. Moi, je suis pour une vraie écologie. Il y a des enjeux, il faut diminuer les émissions, il faut mieux isoler les bâtiments, il faut aller vers la décarbonation le plus largement possible, mais les ZFE, les DPE, les normes, les contraintes, l'écologie imposée d'en haut, tout ça, c'est artificiel, tout ça, c'est coûteux, tout ça, la prime rénov', par exemple. Il y avait un dispositif qui marchait extrêmement bien, c'était le crédit d'impôt. Vous faisiez des dépenses dans votre logement qui favorisaient les économies d'énergie. Vous aviez un crédit d'impôt. C'est un système simple. Vous voudriez le voir revenir. On a mis, si j'ose le mot, on a mis une usine à gaz aujourd'hui qui a ouvert les voies à toute forme de dérive. Et là, on arrête ce système, ce qui va d'un coup fragiliser le secteur du bâtiment, nos artisans, qui va fragiliser des propriétaires qui s'étaient engagés dans des dispositifs de travaux. Mais quelquefois, on allait jusqu'à donner 80 000 euros sur une rénovation, sur des critères sociaux. Donc, ce système n'est plus équilibré, il faudra le revoir, il faut y travailler. Moi, je pense que le système du crédit d'impôt, où chacun a la liberté de son chantier, de sa rénovation, est extrêmement important. La une de La Provence, notre partenaire dans Face au territoire, que vous voyez à l'écran, avant que nous partions, Éric Ciotti, à Grenoble, en duplex, où Frédéric Ailly, le rédacteur en chef adjoint du Dauphiné Libéré, a une question à vous poser. On écoute. Bonjour Monsieur Ciotti. En mars dernier, en réponse aux déclarations d'Emmanuel Macron, vous aviez proposé d'organiser un référendum sur l'Europe de la défense. Est-ce que c'est une proposition que vous maintenez encore aujourd'hui ? J'avais réagi quand le président Macron proposait d'élargir, en tout cas le suggérer, le bouclier nucléaire à d'autres pays d'Europe. C'est une décision qui revisitait complètement notre stratégie de dissuasion nucléaire, qui fonde notre souveraineté, notre place dans le concert des grandes nations, qui, quelque part, nous garantit cette place de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est pour cela que s'il y avait ce changement de doctrine, je considère que ce changement de doctrine ne pourrait être validé
que par la validation, par le choix des Français, par un choix référendaire. Bon, le président de la République est re-rentré depuis dans une forme d'ambiguïté. En tout cas, si cette doctrine devait changer, je crois qu'il faudrait qu'elle soit validée par les Français. Est-ce que le fait que l'Allemagne aujourd'hui veuille se réarmer, le fait que les périls en Europe semblent de plus en plus latents, la guerre en Ukraine bien sûr, et puis les volontés de Vladimir Poutine, ne font pas que les Français prennent beaucoup plus conscience, au fond, qu'il va nous falloir une armée plus forte et que des efforts budgétaires vont être à faire là-dessus? Est-ce que vous, le parlementaire que vous êtes favorable à ces options-là qui sont en train d'être prises par le gouvernement? Il faut le reconnaître là-dessus. J'y suis plus que favorable. Et j'élargirai d'ailleurs cette perspective aux sécurités en général et à la justice. 2 chiffres. Du temps du général de Gaulle, la France consacrait 6,5% de sa richesse nationale à la défense, à la sécurité, à la justice, à la diplomatie. En 50 ans, ce chiffre a été divisé par 2. Nous sommes à 3,5, a été divisé par 2. Donc nous sommes désarmés. Nous sommes désarmés de façon militaire, puisque nous consacrions avant 3% du PIB. Nous n'y sommes désarmés pour la sécurité. J'évoquais ce grand choc sécuritaire qu'il faut. Donc oui, il faut réarmer la France. Oui, mais ça va coûter de l'argent, Éric Ciotti. Oui. Vous êtes parlementaire, vous êtes prêt à voter des lois où on va augmenter non, on ne va pas augmenter. Les cotisations augmenter pour pouvoir... On ne va pas augmenter, justement. Oui, on va diminuer les dépenses. On va payer une mesure très simple. Si on supprime les allocations familiales et les APL aux étrangers les 5 premières années, je le redis, on aura 7 milliards d'argent public. 7 milliards d'argent public, ça permettrait d'augmenter les effectifs de police et de justice de 50%. Voilà, c'est assez simple. Aujourd'hui, on consacre sur 1 000 € d'argent public, on consacre 25 € pour la sécurité et on consacre 50 € pour la défense nationale. Vous voyez bien que c'est extrêmement faible. Et pourtant, l'État est fait pour nous protéger. C'est presque sa seule mission. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques heures, donc un certain nombre de manifestations violentes dans des grandes villes américaines, notamment à Los Angeles, bien sûr, on a vu ces images spectaculaires. Ça, c'est... la mise en cause de la politique de Donald Trump. Est-ce que vous êtes d'accord avec Donald Trump sur ce qu'il est en train de mettre en place? Est-ce que vous êtes le parti le plus trumpiste en France? Pourquoi? Moi, je suis un parti français, donc je me garde bien de puiser... Est-ce que vous êtes sur les idées de Donald Trump de me calquer sur des partis qui sont à l'étranger? Chaque pays a sa logique et chaque pays est différent. Mais pourquoi il y a ces émeutes? Donald Trump a été élu sur un programme de lutte contre l'immigration, que je partage d'ailleurs, qu'il faudrait faire en France. Il met en œuvre cette politique que lui ont demandé d'appliquer les Américains, puisqu'ils l'ont élu, et ils l'ont élu comme rarement un président a été élu avec un soutien massif. Il met en place cette politique et il y a aujourd'hui des personnes qui veulent s'y opposer par la violence et par la force. Il réagit. Ça me paraît normal. On pourra contre demain... les autorités de l'État, par exemple de Californie, le gouverneur, la maire de Los Angeles. Vous trouvez que constitutionnellement, ça le fait? Il peut le faire. Je pense qu'il est dans ses prérogatives constitutionnelles d'installer l'ordre et de faire appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Ça ne me choque pas. Est-ce que un Donald Trump peut se lever en France demain, et qui sera-t-il? Est-ce que c'est Jordan Bardella, le Trump français, on fait pas de, que vous soutenez? Je le redis, on fait pas de comparaison. Ce que je souhaite, c'est que les sujets qui ont été au cœur de la vie politique aux États-Unis, quelque part, ils sont un peu les mêmes en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme l'immigration, c'est la sécurité, de jeunesse, c'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat. Mais est-ce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont de l'expérience? François Bayrou, il a une expérience politique. Oui, mais est-ce que depuis très longtemps, et cette expérience, elle conduit à quoi? Je crois que les Français, ils ne sont pas dupes. Ceux qu'on qualifie d'expérimentés, ils ont conduit le pays dans le mur. Ils ont
construit un mur de dette, ils ont favorisé l'émergence de la violence, en tout cas ils n'ont pas su la combattre, ils ont laissé nos frontières ouvertes à tous les vents, qui fait que chaque année on accueille, en 2024 on a accueilli 520 000 étrangers en situation légale, dont à peine 8% sont venus pour travailler, à peine 8%. Jordan Bardella, il a le coffre politique suffisant pour être président de la République. Mais quel mépris de la part de ceux qui nous dirigent et qui ont conduit le pays dans le chaos, de dire mais nous on est compétents. Mais ils sont compétents quand ils ont généré 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires, quand ils ont amené ces chiffres terrifiants de la délinquance. Voilà, c'est un système qui veut s'auto-protéger et nous prenons une vraie révolution sécuritaire, une vraie révolution pour la baisse des dépenses publiques, pour la baisse des impôts. Donc arrêtons avec cette fable des gens compétents. Si les gens étaient compétents, on n'aurait pas cette situation chaotique aujourd'hui. Jordan Bardella et Marine Le Pen, votre cœur balance ou c'est choisi ? Je n'ai pas à me prononcer. Vous êtes leur principal allié. D'abord, il n'y a pas de compétition entre eux. Il n'y a pas de compétition entre eux. C'est une compétition que veulent installer les médias. Mais pour travailler avec eux, cette compétition n'existe pas. Aujourd'hui, Marine Le Pen est candidate. Elle a dit très clairement les choses. Et moi, je me tiens parfaitement à ce qu'elle a dit. Aujourd'hui, elle est candidate. Elle est candidate soutenue par le Rassemblement national, donc soutenue par Jordan Bardella. Si demain, la justice, pour des raisons obscures, venait à l'empêcher d'être candidate, le candidat qu'elle soutient, c'est ce qu'elle dit, serait Jordan Bardella. Donc, pour moi, les choses sont assez simples et nous verrons bien comment cela... Vous ne vous sentez pas gêné par cette affaire ? Comment cela évolue. Vous ne vous sentez pas gêné par cette affaire ? Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on veuille priver une candidate qui aujourd'hui est en tête dans tous les sondages de pouvoir se présenter pour une raison d'obscur règlement administratif européen qui priverait un élu politique de faire en sorte que ses collaborateurs puissent avoir une mission politique. La politique, c'est l'essence de la démocratie. Merci. Un député européen qui est élu, il est élu sur une liste politique avec le soutien d'un parti. Éric Ciotti. Voilà. S'il travaille pour cela, ça ne me choque pas. Je ne regrette rien. C'est votre livre aux éditions Fayard qui vient de sortir. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans Face au territoire. Eh bien, les programmes continuent sur TV5 Monde. Merci à tous. Au revoir.